Il y a des époques qu'on n'oublie jamais et puis il y a les souvenirs qui restent collés à nos écrans et les années 2000 font partie de ces moments. Une décennie où les films pour ados et les comédies familiales régnaient sur nos après-midi, nos week-ends et parfois même nos soirées entre copains et copines. Ces films, on les a regardés sans forcément y prêter vraiment attention, mais ils ont façonné une génération tout entière. Alors aujourd'hui, on va se replonger dans ces histoires et retrouver ces personnages qu'on croyait avoir oubliés et se souvenir ce que c'était d'avoir 10, 12 ans ou encore 15 ans. Des rires, des larmes, des moments absurdes mais qui sont attachants. Alors préparez-vous à retomber en enfance et retrouver ces sensations perdues et surtout ce fameux « Ah, mais oui, c'est vrai !» Et comme pour chacune de mes vidéos sur cette chaîne, cette vidéo a pour but d'ouvrir nos tiroirs à souvenirs et se rappeler ensemble de ces moments. Cinéphile, il n'y aura donc pas de grandes analyses. Je ne rentrerai même pas dans des détails de carrière ou de réalisation. L'objectif de la vidéo, c'est simplement de se souvenir ensemble de ces films des années 2000 qui vous ont peut-être marqué comme moi, ils m'ont marqué. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile et j'ai donc grandi avec les années 2000. Et sur cette chaîne, on ouvre ensemble le tiroir à souvenirs de cette fabuleuse époque, la pop culture, ses clichés cultes, ses objets, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. Et je profite également de cette vidéo pour faire une petite parenthèse et passer un petit message puisque l'une d'entre vous m'a contacté sur les réseaux sociaux puisqu'elle est à la recherche d'un t-shirt assez rare des L5. Je vous mets la photo quelque part par là. Si jamais vous l'avez, vous arrivez à le trouver, vous voulez vous en débarrasser, que sais-je, n'hésitez pas à me faire un petit message et je vous mettrai en contact avec cette abonnée pour qu'elle puisse retrouver son Graal. Et on commence notre petit tour d'horizon avec un film de la fin des années 90 que j'adorais, que j'ai dû voir des dizaines de fois. Un film qui a permis à toute une génération de découvrir Lindsay Lohan, À nous quatre. Et avant de débarquer sur nos écrans, le concept de À nous quatre, il existait déjà de différentes façons. Puisque oui, il s'agit en réalité d'une adaptation du roman Deux pour une par Eric Kästner, un auteur allemand et qui est paru en France en 1950. Plusieurs versions cinématographiques avaient d'ailleurs vu le jour, notamment avec le film classique La fiancée de papa en 1961. Mais c'est bien la version de 1998 qui va rester comme la plus emblématique pour les jeunes des années 2000 que nous étions. Côté synopsis, le film y raconte l'histoire de deux jumelles qui ont été séparées à la naissance, Annie et Ali. L'une grandit à Londres avec sa mère et l'autre en Californie avec son père. Pendant longtemps, elles ignorent l'existence de l'autre. Mais un été, par un pur hasard, elles se retrouvent dans un camp de vacances et elles vont découvrir qu'elles sont en réalité jumelles. 3. C'est mon père. C'est ma maman. Face à cette découverte, les jumelles elles décident de mettre en place un plan un peu fou et changer leur vie. Ali part donc vivre avec la mère d'Annie à Londres, tandis qu'Annie découvre la Californie et le quotidien du père de Ali. Un jeu de substitution qui entraîne une série de quiproquos et de situations un peu cocasses. Et petit à petit, l'objectif, il va un peu changer. Et leur idée va être de réunir leurs parents, réparer ce qui avait été brisé et retrouver la famille qu'elles n'ont jamais vraiment connue. Et Lindsay Lohan, dans ce film, elle joue les deux jumelles. Grâce à un mélange d'effets spéciaux, de montage et de doublure, elle parvient à incarner les deux personnages et de façon crédible. Puisque oui, Annie et Ali, elles sont très différentes dans leur façon de s'habiller, de parler, de se tenir. Il a fallu donc à Lindsay Lohan un sacré jeu pour jouer les deux personnalités bien différentes dans chaque scène. Les parents, eux, qui sont incarnés par Dennis Quaid et Natasha Richardson, apportent eux aussi une profondeur et une authenticité à cette comédie familiale qui équilibre parfaitement humour et émotion. Et puis vous ajoutez à tout ceci la méchante belle-mère, celle que Nick veut épouser, Meredith. Un personnage haut en couleur, aux intentions un peu douteuses qui va rajouter du piment au film et à toute l'intrigue. Vous l'aurez compris, À nous quatre, c'est ce parfait mélange de l'ambiance de la fin des années 90 et début des années 2000, celui qu'on adore. Un film qui mélange humour, émotion. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Le prochain film, vraiment, je l'adore. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, étant donné que je le regarde quasiment chaque année, puisqu'il repasse durant les fêtes de Noël. Et pour moi, il fait partie de ces films des années 2000 marquants qu'on ne peut pas oublier. Mais ce n'est qu'un avis purement personnel, évidemment. Je vous parle de
Coyote Girl. Coyote Girl qui est sorti en 2000, c'est l'histoire d'une fille comme les autres qui vit dans une petite ville du New Jersey et qui n'a qu'un seul rêve, partir à New York pour réaliser son rêve de devenir auteur-compositeur. Violette Sanford, elle n'a que 21 ans, mais elle est ambitieuse, pleine de caractère et elle est prête à tout pour atteindre son rêve. Elle quitte donc sa petite ville et direction la grosse pomme. Et une fois sur place, la réalité, elle va un peu la rappeler à l'ordre. Moquerie, refus, espoir brisé, difficultés. À force de galères, Violette, elle finit par accepter un job dans un bar un peu particulier. Le célèbre bar Coyote Ugly. Et ce bar, c'est pas vraiment un lieu comme les autres. Les serveuses danseuses, les Coyote Girls, sont des femmes qui assurent le show. Elles sont sexy, provocantes, elles sont prêtes à tout pour enflammer le comptoir et l'ambiance, très loin de la personnalité de Violette. Mais elle va finir par gagner confiance en elle, elle évolue et elle va se lier d'amitié avec ses collègues au caractère vraiment varié et elle va finir par accepter que parfois, pour atteindre ses rêves, il faut passer peut-être par d'autres chemins. À cela, vous ajoutez une petite histoire d'amour entre Violette et Kevin qui se fait passer au départ comme un manager artistique alors qu'il n'est qu'un simple cuisinier. Mais Coyote Girl, ce n'est pas juste une histoire de danse et de bar, c'est aussi la musique. Violette, elle compose, elle rêve et il en ressortira d'ailleurs la chanson phare Can't Fight the Moonlight interprétée par LeAnn Rimes, une chanson très bien reçue contrairement au film. Effectivement, le film il a été globalement pas très bien reçu, notamment dans les pays anglophones. Un film qui s'est d'ailleurs largement inspiré d'une histoire vraie. La gérante du bar, Lil, n'est autre que Liliana Lovell, fondatrice de la célèbre chaîne Coyote Ugly Saloon depuis 1993. Un film qu'elle n'a d'ailleurs pas vraiment apprécié. Elle le jugeait bien loin de la réalité du scandale qu'était son bar, donc autant vous dire qu'à l'intérieur, ça devait pas être joli. Mais malgré cela, il reste quand même un incontournable puisque, comme je vous le disais au début, c'est un film qui repasse chaque année sur nos écrans français et que l'on adore revoir. Preuve que Coyote Girl est tout de même un film qui a marqué les années 2000. Allez, on abandonne le strass, les paillettes, on quitte New York et direction Paris. Et en 2001 sort un film qui a marqué toute une génération, une claque visuelle qui mêle action et acrobatie, Yamakasi. Avant même que le parcours ne devienne un phénomène mondial, Yamakasi racontait déjà l'histoire d'un groupe de jeunes capables de défier la gravité, les règles et les autorités à travers leur discipline, l'art du déplacement. Ce sont d'ailleurs les membres fondateurs de la pratique qui jouent dans le film. Une pratique qui est née vers la fin des années 80 lorsqu'ils étaient encore adolescents. Et quant au mot Yamakasi, il signifie esprit fort, homme fort, corps fort. Côté synopsis du film, l'histoire elle suit 7 jeunes de banlieue soudés comme une famille, chacun avec ses propres aptitudes physiques et chacun avec un surnom lié à son talent. Ensemble, ils vont parcourir la ville en escaladant les immeubles, les ponts, les façades et leur philosophie c'est montrer qu'on peut s'élever littéralement comme symboliquement, sans violence, sans armes, seulement par la maîtrise du corps et de l'esprit. Mais cette liberté qu'ils incarnent, elle fascine autant qu'elle dérange. Classe. Ah ouais, franchement, c'est mortel. Aux yeux de la police, les Yamakasi, ce n'est qu'une bande de casse-cou irresponsables. Et puis un jour, tout bascule. Jamel, un jeune garçon cardiaque et admirateur du groupe, tente de les imiter et se blesse grièvement. À l'hôpital, le docteur ne trouve qu'un cœur, mais il coûte 400 000 francs. Et oui, on était encore en francs à l'époque. Les Yamakasi, ils se sentent coupables et vont donc décider d'agir à leur manière pour aider la famille. Ils vont tout simplement cambrioler les chirurgiens du conseil d'administration de l'hôpital à qui l'argent reviendra pour payer les frais médicaux. Commence alors une série de braquages acrobatiques, spectaculaires, inventifs, sans jamais vraiment utiliser de la violence pure et dure, où chaque membre du groupe va utiliser son talent pour déjouer les sécurités et escalader les bâtiments les plus luxueux. Le film y mélange humour, tension, drame et séquences acrobatiques impossibles et réalisé sans effets spéciaux. Et c'est ce qui donne à Yamakasi ce charme brut, authentique, presque documentaire sur la pratique du parcours naissant. Et on y retrouve aussi la signature de Luc Besson. Des personnages hauts en couleur, une ode à l'énergie de la jeunesse et un regard tendre sur les quartiers populaires, loin des clichés habituellement véhiculés. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs Luc Besson qui va repérer une partie du groupe des Yamakasi puisqu'ils avaient intégré la troupe de Notre-Dame de Paris. Luc Besson les engage à son tour et les fait interpréter les ninjas dans Taxi 2 avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes les vedettes d'un film dans Yamakasi. Au final, ce n'est pas juste un film d'action, il va parler de loyauté, solidarité
et surtout d'un système injuste où les plus faibles paient souvent le prix le plus fort. Et c'est cette dimension humaine qui est profondément touchante et qui donne au film une force inattendue. Un film qui a peut-être été un peu oublié, mais qui mérite clairement qu'on se dise « Ah oui, c'est vrai !» Nous voilà désormais en 2002. À ce moment-là, la chanteuse Britney Spears est au sommet de sa gloire et elle décide de franchir la barrière du cinéma. C'est ainsi que sort Crossroads, un road movie initiatique qui mélange amitié, rêve brisé et reconstruction personnelle. Un film porté par Britney Spears, Taryn Manning, que l'on a retrouvé également dans Orange is the New Black, et Zoé Saldana, héroïne dans Les Gardiens de la Galaxie ou encore Avatar. L'histoire, elle commence avec 3 petites filles inséparables qui enterrent symboliquement une boîte qui contienne tous leurs rêves. Et elles se promettent de la déterrer le soir de la remise des diplômes lors de leur fin d'études. Les années passent et l'amitié, elle s'estompe. Mais elles tiennent leurs promesses et elles déterrent la boîte. Et elles vont y découvrir des secrets et des rêves un peu oubliés. Et Mimi, elle a un rêve très simple mais très ambitieux. Elle veut traverser les États-Unis pour participer à une audition de musique. Et elle compte sur Lucy qui souhaite retrouver sa mère et quitte pour faire le voyage avec elle. Elles embarquent alors dans une vieille voiture conduite par Ben, un jeune homme mystérieux au passé trouble. Et ce voyage, il va devenir évidemment bien plus que cela. Lucy, elle se heurte à l'abandon de sa mère. Kit, elle découvre que ce qu'elle croyait être une relation parfaite n'était en fait qu'une façade. Et Mimi, elle révèle la tragédie silencieuse qui l'a détruite. Ce qui donne au film cette aura très particulière, c'est son mélange de naïveté et de gravité. On y retrouve toute l'esthétique pop des années 2000, les crop-tops colorés, les jeans taille basse, les radios FM dans la voiture, les motels cheap et cette impression que la route peut réparer ce que la vie a cassé. Et Britney Spears, elle surprend par une sincérité qui dépasse parfois le jeu d'actrice traditionnel. Mais une expérience difficile pour la jeune chanteuse. Elle se confiera quelques années plus tard dans ses mémoires, La femme en moi, sur son expérience dans Crossroads. Pour elle, l'expérience, elle a été assez difficile. Elle a commencé à pratiquer ce qu'on appelle le méthode acting qui consiste à se fondre dans son rôle afin de jouer le plus juste possible. Sauf qu'elle, elle ne savait pas du tout comment sortir de son personnage et au final, elle se mélangeait entre les deux. Côté critique, le film, il a souvent été moqué, minimisé, malgré un gros succès au box-office puisqu'il a rapporté plus de 61 millions de dollars. D'ailleurs, les critiques qui étaient assassines, elles étaient principalement à destination de Britney. Ils dénonçaient beaucoup la force commerciale qu'elle représentait plutôt que de juger son talent ou non d'actrice. Crossroads, aujourd'hui, c'est une plongée directe dans la vibe des années 2000. Et malgré que ce soit un film imparfait et qui a été très largement critiqué, il reste profondément sincère et a marqué toute une génération, surtout les fans de Britney. On continue notre petit tour d'horizon des films des années 2000, en tout cas ceux qui, moi, m'ont marqué, et cette fois-ci, on va danser un peu. En 2003 sort le film Oni, avec une vibe très années 2000 hip-hop R&B. Oni Daniels, interprétée par Jessica Alba, est une jeune danseuse qui vit dans un quartier populaire de New York. Elle jongle entre son job dans un magasin de disques et son rôle de prof de danse dans un centre communautaire. Mais son rêve à elle, c'est de devenir chorégraphe. Sauf que Oni, elle ne vient pas d'un milieu vraiment privilégié. Elle n'a pas de contact, pas de piston, juste un travail acharné. Elle va donc passer des castings et elle va être sélectionnée pour tourner dans un clip. C'est là qu'elle est repérée par Michael Ellis, réalisateur. Et à partir de là, tout s'accélère. Elle danse pour des clips, elle crée des mouvements, elle commence à se faire un nom dans l'industrie. Mais le film, il va aussi montrer la face sombre du milieu artistique. Michael Ellis se révèle être un manipulateur toxique, prêt à détruire la carrière de Oni du jour au lendemain parce qu'elle a refusé ses avances. En un claquement de doigts, Oni, elle perd tout. Son job, ses contacts et son rêve se voit s'effondrer. Et le film, il n'a pas du tout peur de parler de cet envers du décor, le harcèlement, la pression, les jeux d'influence, toute la face cachée des métiers du showbiz. Oni, elle retourne donc à ses sources, son quartier, ses élèves et les jeunes qu'elle formait avant que la célébrité ne l'effleure. Elle ouvre son propre studio, mais pour financer le studio, Oni, elle va organiser un grand spectacle, une performance dansée où
toute la communauté se rassemble. Et c'est l'un des moments du film les plus emblématiques. Les chorégraphies explosent, on ressent cette énergie vitale propre à la danse hip-hop des années 2000. Tout se mélange, il n'y a plus aucune barrière, aucun préjugé, et c'est là qu'on retrouve l'essence même du film. Au final, le film y porte un message qui est assez simple mais puissant. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui essaie de t'arrêter, n'importe quel talent, rêve ou ambition peut trouver sa place. Et surtout, la réussite, elle n'a de sens que si elle est partagée. Et ce qui rend Oni marquant également, c'est que le film y capture une partie de l'époque de l'année 2000 très précise. Exit la pop à la Britney, les teenage movie et les paillettes. Ici, c'est baggy, croc-top et pas de danse bien rodée et surtout des productions musicales signées Missy Elliott, Jadakiss ou Tweet. Et d'ailleurs, la présence de Missy Elliott dans le film n'est pas qu'un simple caméo. C'est une validation, une manière de dire que la culture hip-hop authentique reconnaissait la valeur artistique du projet. Et à l'époque, c'était juste énorme de voir Missy Elliott dans le film. Non. C'est quoi ça et ça, hein? Et pom. Je t'explique, je veux du hip-hop chorégraphié, le truc classe, stylé. Je veux pas du hip-hop pornographié. Les coups de rein, genre, je suis une bombe, ça me saoule. Tu oublies? Toi, quand c'est OP avec Ronnie Daniels, on en reparle. Et toi, t'arrêtes de regarder Grise, parce que c'est plus à l'ordre du jour le disco, figure-toi. Oni, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est un film qui en tout cas a laissé une trace. Un film qui a inspiré, motivé et donné l'élan à beaucoup de jeunes. Et rien que pour ça, il mérite largement sa place de ces petites pépites de films qu'on aurait peut-être presque oubliées. Et on ne va pas se mentir, on avait tout un peu secrètement envie de danser comme Oni. Alors là, on va toucher à mon film préféré des années 2000. Un film qui peut se voir autant ado que adulte, mais qu'on ne verra pas de la même façon. Et puis il y a aussi un de mes acteurs chouchous dedans, je pense que ça aide. Imaginez-vous, vous avez 13 ans, vous êtes ado, vous êtes en pleine crise, vous en avez marre de vos parents, vous êtes en train de connaître vos premières déceptions amoureuses, il y a les rivalités au collège. Bref, vous n'avez envie que d'une seule chose, devenir adulte et avoir 30 ans. Vous voyez où je veux en venir? C'est tout simplement le pitch de 30 ans sinon rien, sorti en 2004 et qui a clairement marqué notre adolescence. Tout simplement car on comprenait vraiment Jenna à ce moment-là. Dites-moi vous dans les commentaires quel âge vous aviez quand 30 ans sinon rien est sorti. Moi j'avais 14 ans donc clairement j'étais en plein dedans. Un film qui est porté par Jennifer Garner, une comédie romantique magique qui avec le temps est devenue un vrai classique feel good. 30 ans sinon rien, c'est un peu ce film qui raconte ce moment particulier de la vie où on rêve d'être plus grand, plus libre, sans vraiment se rendre compte à quel point l'enfance, elle va nous manquer une fois adulte. On se sait les trentenaires. L'histoire, elle commence donc dans les années 80 avec Jenna Rink, une adolescente de 13 ans qui ne demande qu'une chose, quitter cette période ingrate le plus vite possible. Elle n'est pas populaire, elle n'a pas les vêtements à la mode, elle a un meilleur ami, Matt, qui est doux, créatif, un peu maladroit, mais qui est secrètement amoureux de Jenna. Elle, Jenna, ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est intégrer le groupe des filles les plus cool du collège, les célèbres pestes des Simis dirigées par Lucy, aussi appelée Tam Tam. Et lors de sa fête d'anniversaire pour ses 13 ans, Lucy, elle va lui jouer un sale tour et Jenna, elle va subir l'humiliation de trop. Elle s'enferme dans un placard, pleure et elle fait le vœu d'avoir 30 ans. 30 ans, sexy et épanouie. Comme les femmes des magazines qu'elle admire. Et c'est là que la magie va opérer. Et on adore. Au réveil, Jenna ne se trouve plus dans sa chambre d'ado, mais dans un immense appartement new-yorkais, avec un petit ami qui est à mourir de rire, un job dans un magazine prestigieux, et surtout le corps d'une femme de 30 ans, mais l'esprit d'une enfant de 13 ans. Et c'est ce décalage qui est le cœur du film et qui le rend complètement irrésistible. Jenna, elle redécouvre sa vie d'adulte comme si elle la voyait pour la première fois. Elle comprend vite que la popularité qu'elle rêvait tant d'obtenir, elle a un petit prix. Pour devenir la femme qu'elle est devenue, elle a écrasé beaucoup de gens, elle a trahi, elle a sacrifié ses valeurs et surtout elle a perdu Matt qui ne fait plus partie de sa vie depuis des années. La quête de Jenna à ce moment-là, elle devient alors beaucoup plus profonde. Au fur et à mesure du film, elle va essayer de réparer les dégâts qu'elle a laissés par son elle de 30 ans. Elle va chercher à renouer avec la vraie Jenna, celle qu'elle était avant de vouloir plaire à tout prix. Et elle va aussi essayer de réparer sa relation avec Matt, qui est joué par l'incroyable Mark Ruffalo. Matt, il est devenu photographe, il est en couple et il est surtout beaucoup plus mature qu'elle. Il a évolué et il n'est plus du tout l'enfant timide de 13 ans qu'il était.
Leur relation, elle est pleine de nostalgie, pleine de souvenirs, et c'est ce qui fait tout le côté émotionnel du film. Mais l'une des scènes les plus iconiques, ça reste évidemment celle de la soirée mondaine où Jenna enflamme le dance floor sur le célèbre titre de Michael Jackson, Thriller. Ce film, c'est une vraie immersion dans les années 2000. Les tenues, les musiques, les décors, l'ambiance des magazines féminins, tout est un voyage dans le temps. Un vrai film doudou pour les trentenaires que nous sommes. Et 30 ans sinon rien, c'est finalement un message doux qui peut parler autant aux adolescents qu'aux adultes. On passe tellement de temps à vouloir grandir qu'on oublie que le plus important, c'est la personne qu'on devient et surtout profiter du présent, de ce que l'on a et de ce qui nous rend vraiment riche, notre relation aux autres. Si vous avez besoin d'un bon bain de nostalgie, replongez sans attendre dans ce film, vous ne le regretterez pas. Et pour notre dernier film, on termine avec un film français qui est sorti en 2006 et qui n'a rien à voir avec les précédents. Ici, c'est 100% comédie, situation cocasse et surtout duvet et crème solaire. Direction la colonie de vacances, je vous parle de Nos jours heureux. Un film qui a marqué toute une génération. C'est une parenthèse où tout semble possible, où des enfants qui ne se connaissent pas deviennent meilleurs amis en 3 jours, où les animateurs jonglent entre chaos, fou rire et crise de nerfs. Bref, tout le monde s'y reconnaît à un moment ou à un autre. L'histoire, elle suit Vincent, qui est joué par Jean-Paul Rouve, un directeur de colo fraîchement nommé, passionné, mais qui navigue entre bonté maladroite et ras-le-bol permanent. Il est déjà au bout du rouleau alors qu'il vient de commencer. À ses côtés, une équipe d'animateurs haut en couleur, Nadine, Joseph, Daniel, Lisa, Truman et surtout la fabuleuse Caroline. Chacun a ses petites névroses, ses excentricités et tous doivent apprendre à composer ensemble et c'est très drôle à voir. La magie du film, elle réside dans la mise en avant de la colo comme elle peut vraiment l'être. Les réveils trop tôt, les coups de foudre de préado, les crises de larmes et les bêtises enchaînent tout. Et puis il y a une ribambelle de scènes cultes qu'on a forcément toutes et tous dans notre tête. Les questions incessantes de Guillaume, notre petit Belge préféré, le fameux la scène de la piscine, notre chère Caroline qui au fur et à mesure du film se lâche un peu trop et elle devient complètement barge. Mais derrière l'humour, il y a aussi une dimension très humaine. Le film, il parle aussi de transmission. Comment apprendre aux enfants la confiance, le vivre ensemble, même quand on n'est pas soi-même parfaitement au point. Comment un simple été peut devenir finalement un souvenir de toujours, un truc qu'on racontera encore 20 ans plus tard. Nos jours heureux, il capture finalement ce moment un peu suspendu entre l'enfance et l'adolescence, ce mélange où tout est encore innocent et rempli d'émotions. Rien n'est enjolivé, mais tout est réconfortant parce que ça nous rappelle forcément des souvenirs, qu'on soit allé en colo ou pas. Moi, personnellement, le car, ça me rappelle à mes souvenirs d'école primaire quand on prenait le car pour aller à la piscine le mercredi, ça sentait le chlore et j'étais avec mon petit Kinder Delice pour le goûter. Et à chaque fois que je vois le film, je pense à ça, allez savoir pourquoi. La bande-son, elle joue également un rôle primordial dans le film. Dans mes souvenirs, chaque musique est désormais associée à ce film. Et surtout la chanson du feu de camp. Long Train Running du groupe américain The Doobie Brothers, un moment culte servi par mon personnage préféré, Guillaume. Revoir Nos jours heureux aujourd'hui, c'est comme rouvrir une petite boîte qu'on avait soigneusement rangée et qui contient tous nos délicieux souvenirs. C'est un film qui est parfait pour se replonger dans l'enfance des années 2000, dans cette époque où l'été durait une éternité, où tout semblait plus simple, plus léger, plus drôle. Un film vraiment culte et si vous ne l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous attendez? En revisitant tous ces films, on se rend compte d'une chose, les années 2000 n'étaient pas seulement une époque, c'était vraiment une ambiance et un délire particulier. On y retrouve nos étés, nos couloirs de collège, nos amitiés bancales, nos premières histoires d'amour, nos peurs, nos complexes, nos rêves, parfois un peu trop grands, tout ce qui a construit notre adolescence. Ces films, ils font partie aujourd'hui intégrante de la mémoire collective et ils nous ramènent à une époque où tout semblait plus simple. Vous savez, la nostalgie, tout ça, je ne vous refais pas le topo de la toute première vidéo. Alors oui, ces films, ils sont parfois peut-être un peu kitsch, un peu bancal, parfois un peu trop sucrés, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment des films doudous comme je les aime et que je prends un énorme plaisir personnellement à revoir. Surtout qu'on les regarde avec un regard totalement différent, celui d'adulte et plus d'ado de 13-14 ans comme on était à l'époque. Et évidemment, comme je le dis à chaque épisode, ce sont des thématiques qui mériteraient plusieurs épisodes pour pouvoir citer un maximum de films cultes des années 2000. Encore une fois, moi je vous ai parlé de ceux qui, moi, m'ont marqué quand j'étais enfant et adolescente, mais évidemment qu'il y en a encore
énormément. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires le film des années 2000 qui vous a le plus marqué, s'il y en a de ceux que j'ai cités que vous avez vraiment aimé, qui vous ont marqué, ou que vous aviez peut-être oublié, et en regardant la vidéo, vous vous êtes dit « mais oui, c'est vrai !» Et n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau tiroir à souvenirs. Ciao!